Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on vous présente le jeu Obscurio, un jeu édité en 2019 chez Libellune et distribué au Canada par Asmodée Canada. On voudrait d'ailleurs prendre le temps de les remercier de nous avoir envoyé cette copie de Obscurio pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs de l'Atelier, un collectif d'auteurs qui avait fait un peu plus tôt dans l'année le jeu One Key. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs et les parties vont durer environ une quarantaine de minutes. Les joueurs vont incarner des magiciens qui ont entré dans une bibliothèque secrète pour aller découvrir des objets anciens et notamment un grimoire magique. Mais ils sont prisonniers de cette bibliothèque et ils vont tenter de s'enfuir à l'aide des indices que le grimoire va leur donner. Donc le grimoire va être incarné par un des joueurs. C'est un jeu de déduction par l'image, donc ça peut nous faire penser à des jeux comme Dixit ou Mysterium ou même Detective Club que je vous ai présenté récemment. Donc le joueur qui incarne le grimoire va donner des indices visuels à l'aide de cartes aux autres joueurs pour leur faire deviner la bonne porte de sortie pour trouver le chemin vers la sortie de la bibliothèque. Donc si les magiciens réussissent à s'enfuir de la bibliothèque, ils vont remporter la partie. Par contre, un des magiciens est tombé sous l'emprise de ce lieu maléfique où il y a un sorcier qui habite et il sera devenu un traître et va tenter de guider les joueurs dans la mauvaise direction en choisissant aussi des fausses portes pour pouvoir brouiller les pistes et faire perdre leur temps aux magiciens pour qu'ils ne quittent jamais ce lieu maudit. Donc c'est une dynamique assez intéressante pour ce style de jeu-là, donc un jeu de déduction par l'image, coopératif, où il va y avoir un traître parmi nous. Donc Obscurio, je vous présente comment jouer et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau bibliothèque au milieu de la table. Et du côté gauche, on va aller placer le pion de progression sur la première case de la piste progression. Par la suite, du côté droit, on va prendre un certain nombre de jetons de cohésion selon le nombre de joueurs. Dans une partie à 4 joueurs, on va utiliser 15 jetons de cohésion. On va en placer 5 dans la zone obscure où il y a une image de monstre. Et on va placer les 10 autres dans la zone juste en dessous. On va ensuite choisir un des 4 joueurs qui va incarner le grimoire pour la partie. C'est le joueur qui va donner les indices visuels aux autres joueurs qui seront désignés comme les magiciens. On va remettre au joueur qui incarne le grimoire le pupitre avec ses 2 papillons qu'il va utiliser pour pointer dans ses indices. On va lui remettre aussi le sablier et le porte-carte. Le joueur qui incarne le grimoire va mélanger les cartes illusion pour former une pioche. Par la suite, il va ouvrir le fameux porte-carte et on voit qu'il y a 8 emplacements à l'intérieur. Il va donc piocher les 8 premières cartes de la pioche de cartes illusion et il va aller les placer dans les 8 emplacements. Il va faire attention pour ne pas montrer les cartes aux autres joueurs. Donc il va le faire de façon cachée. Les joueurs qui incarnent les magiciens vont se choisir une carte personnage et vont prendre leur pion de couleur associé à leur personnage. Par la suite, on va leur attribuer une carte rôle. Donc on a 2 sortes de cartes rôle. On va avoir les cartes pour les magiciens loyaux et on va avoir la carte du traître. Donc un des 3 magiciens sera le traître pour la partie. On va donc mélanger les cartes de rôle et on va les remettre face cachée à tous les joueurs qui incarnent les magiciens. Ils vont ensuite consulter leur rôle pour savoir s'ils seront un magicien loyal ou le traître pour la partie. Ils vont prendre leur pion de personnage et on va aller les placer au milieu du plateau bibliothèque. On va placer les jetons de piège à l'intérieur du sac de tissu et par la suite on va pouvoir bien les mélanger et on va déposer le sac de tissu à côté du plateau principal.
Une partie de Obscurio se joue en plusieurs tours de jeu. À chaque tour de jeu, le joueur qui incarne le grimoire va piocher une carte illusion qui va représenter la sortie pour ce tour. Par la suite, il va composer une énigme à l'aide de 2 autres cartes illusions qu'il va placer sur son pupitre et à l'aide des papillons, il va pouvoir pointer différents éléments de ces cartes pour donner des indices pour tenter de deviner quelle sera la bonne sortie, la bonne porte à utiliser dans la bibliothèque pour pouvoir progresser et avancer dans les différentes pièces pour éventuellement essayer d'atteindre la sortie. Donc le but des magiciens loyaux sera d'atteindre la sortie et ensuite de sortir une dernière fois pour sortir de la bibliothèque. Alors que le joueur qui incarne le traître devra essayer de donner des mauvaises directions aux joueurs. Il va aussi avoir l'opportunité de choisir des cartes dans le porte-cartes pour aller brouiller les pistes à chacun des tours de jeu. Lorsque les magiciens vont commettre des erreurs et qu'ils ne choisiront pas les bonnes portes, ils vont perdre des jetons de cohésion. Et si les joueurs perdent tous leurs jetons de cohésion, à ce moment-là, ils seront perdus à jamais dans la bibliothèque et le traître sera le gagnant pour la partie. Chaque tour de jeu se divise en 5 phases. La première phase est la mise en place du tour de jeu. On va aller piocher un certain nombre de pièges à mettre en jeu qui vont changer les règles et la façon de donner les indices. On va toujours avoir par défaut un piège à piocher dans le sac, mais si jamais les joueurs ont pris trop de temps au tour précédent, on peut avoir plus 1, plus 2 ou plus 3 pièges. À ce moment-là, on va en piocher plusieurs et on va appliquer les effets de tous ces pièges. Comme on est au premier tour de jeu de la partie, on va tout simplement piocher un jeton de piège dans le sac et on va ensuite aller regarder son effet qui va changer une petite règle pour le tour en cours. Ici, c'est le jeton de magie noire qui va permettre au traître de choisir 2 cartes supplémentaires dans le porte-cartes dans la phase du traître. Donc il pourra en choisir 4 au lieu de 2. Il y a plusieurs autres jetons pièges qu'on peut avoir pendant la partie. On a des pièges qui vont prendre un effet dans différentes phases du tour de jeu. Donc ici dans la phase 2, quand on va donner les indices et faire l'énigme, on peut avoir des pièges qui vont influencer la façon dont on va placer nos papillons sur les cartes illusions. On peut avoir à appliquer un filtre rouge par-dessus nos cartes illusions. On a un filtre de brume qui vont aussi modifier un peu les images pour les indices. On peut avoir des pièges qui vont avoir des effets pendant la phase du traître, comme celui qu'on vient de piger, et on peut avoir des pièges qui auront un effet dans la phase 4 pendant que les magiciens essaieront de trouver les différentes portes. La deuxième phase est la préparation de l'énigme. Le joueur qui incarne le grimoire va piocher la première carte illusion de la pioche et va la regarder de façon secrète, donc sans la montrer aux autres joueurs qui sont les magiciens. Pour cette vidéo, je vais la laisser visible pour que vous puissiez comprendre comment on va élaborer une énigme. Cette carte représente la porte de sortie pour ce tour, donc c'est la carte que je dois faire deviner aux autres joueurs avec mon énigme. Pour fabriquer mon énigme, on va piocher les 2 prochaines cartes et on va aller les placer sur les 2 emplacements du pupitre. Donc on va avoir 2 pages du livre, donc le grimoire va utiliser ensuite ces images-là pour donner des indices aux autres joueurs pour essayer de faire deviner la carte de sortie. Pour donner ces indices, le grimoire ne peut évidemment pas parler. C'est un livre, mais il peut utiliser les images qu'il vient d'obtenir sur ces pages. Il va utiliser aussi les marqueurs de papillon pour aller pointer différents éléments à l'intérieur de l'image pour essayer de donner les indices les plus précis pour faire deviner la carte de sortie. Donc ici, j'ai une espèce de dragon cracheur de feu, donc je pourrais aller placer un de mes papillons pour pointer la flamme de la chandelle dans cette image, et je pourrais ici pointer la bouche ouverte de l'animal qui ressemble un peu au dragon qui crache du feu. Le grimoire peut décider d'utiliser un seul papillon ou ces 2 papillons. Il pourrait placer ces 2 papillons sur la même image s'il veut pointer 2 éléments différents à l'intérieur de l'image. Et il pourrait même placer un papillon dans le bas de la carte pour dire que c'est la carte en général qui serait un indice et non un élément spécifique sur cette carte. Mais là, je vais utiliser un papillon dans chacune des images pour le feu et la bouche de l'animal. Une fois l'énigme posée, on peut remettre le pupitre aux magiciens et ils vont prendre quelques instants pour observer les indices et observer les endroits où les papillons ont été placés sur les images pour essayer de comprendre cette énigme-là.
On passe ensuite à la troisième phase, qui est le choix des cartes du traître. Donc, dans cette phase, le grimoire va demander au magicien de fermer les yeux. Donc, tous les autres joueurs doivent fermer les yeux. Et par la suite, il va demander au traître d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, il va présenter au traître le porte-carte. Il va ouvrir le porte-carte pour montrer au traître les cartes qui sont placées à l'intérieur. Le traître va pouvoir les observer et à l'aide de signes, donc il peut utiliser ses doigts pour pointer les numéros des cartes qu'il veut que le grimoire utilise pour essayer de brouiller les pistes. Donc par exemple, ici on va observer les différentes cartes. Il pourrait dire la carte numéro 1, donc il va pointer 1 avec ses doigts ou il va venir pointer directement dans le porte-carte. Donc le joueur qui incarne le grimoire va retirer la carte 1 si le traître l'a pointé et il va aller la placer face cachée avec la carte de sortie. Lorsque le traître a choisi une carte dans le porte-carte, on va piocher la prochaine carte illusion pour la remplacer immédiatement. Par la suite, le traître peut choisir une deuxième carte, donc il pourrait choisir la carte numéro 5. On va la retirer, on va aussi la placer avec la carte qu'il a choisie précédemment et la carte de sortie. On va encore remplacer la carte illusion choisie par le traître. Et normalement, après 2 cartes, le traître ne peut plus en choisir d'autres. Mais pour ce tour-ci, pour notre piège, il pourrait choisir jusqu'à 4 cartes. Si le traître ne veut pas choisir aucune carte, il peut faire un signe aussi au joueur qui incarne le grimoire et on va tout simplement refermer le porte-carte. Par la suite, le traître va refermer les yeux et on va pouvoir dire à tous les joueurs d'ouvrir les yeux. On passe alors à la quatrième phase qui est le choix des portes. Le joueur qui incarne le grimoire va regarder combien il a de cartes avec sa sortie et les cartes que le traître a choisies. Donc ici j'en ai 3. Et on va compléter en piochant des cartes de la pioche pour se rendre à 6 cartes. Donc ici il faudrait que je pioche les 3 premières cartes pour arriver à 6 cartes. Par la suite on va prendre le temps de bien mélanger les 6 cartes ensemble et on va pouvoir les remettre au magicien, qui vont retourner les cartes une par une en les disposant devant les 6 portes du plateau. Et dès que la première carte sera retournée face visible, le joueur qui incarne le grimoire va retourner le sablier sur la première carte de la piste de temps qui se retrouve sur le porte-carte. Par la suite, les magiciens devront essayer d'interpréter l'énigme, les indices, pour essayer de choisir la bonne porte en déplaçant leur pion de personnage devant les portes qu'ils pensent être la bonne réponse, la réponse à l'énigme. Les joueurs peuvent placer leur pion, mais peuvent aussi discuter puis prendre le temps de le déplacer, changer d'idée, jusqu'à temps qu'ils aient une décision finale à dire. S'ils ont une décision finale, à ce moment-là, on va pouvoir arrêter le temps et regarder les résultats. Par contre, si les joueurs prennent beaucoup de temps à discuter, si on essaye d'interpréter les indices qui sont là, on a le feu, on a le chien, donc ici j'ai un chien, j'ai du feu, ça peut peut-être être ici sur cette carte-là, ici j'ai de la lumière, j'ai une espèce de dragon encore une fois, ça peut peut-être être ça avec le feu, mais il y a un dragon ici aussi avec du feu, fait qu'elle, elle pourrait fitter aussi, et là éventuellement le sablier sera écoulé, donc le joueur qui est le grimoire, dès que le sablier va être écoulé, va le retourner sur la case suivante de la piste de temps. Donc plus les magiciens vont prendre de temps, plus il va y avoir de pièges pour le prochain tour de jeu. Donc ici on est à plus 1 piège, on peut se rendre à plus 2 et à plus 3 pièges. Cette phase de choix des portes va s'arrêter de 2 façons. Soit qu'on va se rendre jusqu'au bout de la dernière case de la piste de temps et que le sablier va être écoulé. À ce moment-là, les magiciens ne peuvent plus déplacer leurs jetons et ils vont avoir comme réponse la porte où ils sont placés. Si jamais des magiciens sont encore au milieu, ben, ils auront automatiquement la mauvaise réponse. Ou on peut tout simplement décider, si les magiciens sont confiants dans leur réponse, ils peuvent dire au grimoire, c'est bon, on a réponse finale, et à ce moment-là, on va arrêter de cumuler de temps sur le sablier. Donc on aurait arrêté sur la case de plus 1 là, pour ce tour de jeu. Par la suite, le grimoire va pointer la bonne réponse, qui était ici le dragon avec le feu. Le joueur jaune a réussi à deviner la bonne réponse. Donc si au moins un des joueurs, des magiciens, avait découvert la bonne porte, on va avancer le jeton de progression sur la piste de progression. Donc on va passer dans la prochaine
salle de la bibliothèque. On se rapproche tranquillement de la sortie. Les joueurs qui n'ont pas eu la bonne réponse vont aller enlever un jeton de cohésion dans la partie du bas, la partie où il y a plus de jetons, et vont le placer sur leur carte de personnage. Donc notre joueur bleu va avoir un jeton et notre joueur rouge va avoir un jeton. Comme ça, on va avoir un indicateur visuel pendant la partie pour savoir combien de fois les joueurs n'ont pas eu la bonne réponse pour tenter tranquillement d'essayer de démasquer qui est le traître. On passe ensuite à la 5e phase, qui est la phase de fin de tour. On va défausser toutes les cartes illusions qu'on a utilisées. Donc les 2 cartes qui sont dans le pupitre, on va les défausser. On va défausser aussi les 6 portes qu'on avait utilisées pour ce tour de jeu. Et on va replacer les jetons des joueurs qui sont les magiciens au centre de la bibliothèque. Et on va remettre les jetons de piège dans le sac. Donc on pourrait piocher 2 fois le même piège dans 2 tours consécutifs. Et on recommencerait un nouveau tour de jeu avec la première phase, la phase de préparation du tour, en piochant des pièges dans le sac. Comme notre sablier était à l'endroit +1, donc on va avoir un piège supplémentaire à piocher. On en a toujours un par défaut et on en a un à cause du temps qu'on a pris dans la phase de choix de porte. Donc on va avoir 2 pièges en jeu, 2 effets qui vont s'additionner. Donc ici c'est le piège, on était chanceux, c'est le piège qui n'a pas d'effet. Et ici c'est les filtres de brouillard, donc on va devoir placer ces filtres-là sur nos cartes d'indices dans le pupitre. Si à la fin d'une phase de choix de porte, les joueurs vident la première section de jetons de cohésion, à ce moment-là, on va commencer une phase spéciale qui est la phase d'accusation du traître. Donc les joueurs devront essayer de démasquer le traître pour qu'il arrête de leur nuire pour le reste de la partie. On va alors retourner le sablier. Les joueurs auront 1 minute pour délibérer et donner leurs hypothèses ou leurs opinions sur l'identité du traître. Donc on pourrait dire, ben moi je pense que c'est toi parce que tu t'es trompé 4 fois. Toi aussi, c'est un de vous deux, tu t'es trompé 4 fois. Lui s'est trompé 2 fois. Il est meilleur pour trouver les indices. Il essaye pas de saboter ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de convaincre les autres joueurs de voter avec nous pour essayer de démasquer l'identité du traître. Lorsque le sablier sera écoulé au complet, après 1 minute, les joueurs, on va donner un compte à rebours, donc 3, 2, 1, et les joueurs vont aller pointer du doigt un autre joueur pour l'accuser. On va ensuite regarder le joueur qui va accumuler le plus de votes. Donc s'il y a plus qu'un joueur à ce moment-là, tous les joueurs qui ont égal de votes seront accusés à égalité. Donc ici à 3, évidemment, ça n'arrivera pas parce que le joueur qui incarne le grimoire ne vote pas parce qu'il sait évidemment qui est le traître. Donc on va dire que le joueur bleu a reçu 2 votes et le joueur rouge a reçu 1 vote. À ce moment-là, ça serait le joueur bleu qui serait accusé et il va révéler son rôle et on voit que c'était un magicien loyal. Donc à ce moment-là, si on a accusé un magicien loyal, on va perdre 2 autres jetons cohésion qu'on va les remettre directement dans la boîte de jeu. Par la suite, on va recommencer la phase d'accusation jusqu'à temps qu'on réussisse à démasquer le traître ou qu'il n'y ait plus aucun jeton de cohésion sur le plateau. Donc on pourrait faire un 2e vote et à ce moment-là, on va voter pour le joueur rouge et il va révéler sa carte et évidemment, c'est lui le traître. Donc à partir de ce moment-là, il va retirer son jeton de magicien du plateau. Donc il ne pourra plus prendre part à la phase de choix de porte et il ne pourra plus non plus prendre part à la phase de traître, donc il ne pourra plus choisir de fausses pistes pour les magiciens du reste de la partie. La partie va continuer de façon normale, les 2 autres magiciens vont continuer à jouer, c'est de trouver les portes pour trouver éventuellement la sortie de la bibliothèque. Si jamais il n'y a plus aucun jeton de cohésion sur le plateau, les magiciens loyaux vont perdre la partie et le traître sera le seul gagnant à ce moment-là. Même s'il a été démasqué, il peut quand même gagner la partie s'il n'y a plus aucun jeton de cohésion sur le plateau. Lorsque les magiciens vont réussir à atteindre la dernière case de la piste de progression, on voit qu'il y a une icône avec un œil qui représente le piège du surveillant. Donc ce piège va s'activer automatiquement dès que les magiciens sont arrivés dans cette pièce. Pour le reste de la partie, ce piège va toujours s'activer en plus des jetons qu'on va piocher dans le sac comme normalement. Le piège du surveillant fait que les joueurs qui sont les magiciens ne peuvent plus se consulter ou ne peuvent plus parler pour essayer de choisir
choisir quelle est la bonne porte. Donc ils devront analyser chacun dans leur tête les indices et l'énigme et de façon simultanée, ils vont aller placer leurs jetons en même temps devant une des portes pour essayer de trouver la bonne réponse. Si jamais ils réussissent à trouver la dernière porte, pendant qu'ils ont encore des jetons de cohésion sur le plateau, à ce moment-là, ils vont s'échapper de la bibliothèque et les magiciens loyaux vont gagner la partie avec le joueur qui incarne le grimoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Obscurio. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Obscurio? Je vais tenter de vous dire ça avec ma belle voix enrhumée post-délirium ludique. Donc, premièrement, encore une fois, les jeux de Libellude sont toujours très beaux pour le côté visuel, donc vraiment des belles illustrations sur les images. Puis je trouve ça le fun qu'on ait aussi changé de thème de ce style de jeu-là. Souvent, c'est le style enquête ou le style meurtre et mystère. Donc là, on a créé un univers de magiciens, donc les gens qui tripent sur des univers comme Harry Potter ou des choses comme ça. C'est un bel univers, vous allez apprendre à découvrir des super belles illustrations, puis on a le goût d'embarquer dans cet univers-là de magie, de magiciens, tout ça. Donc ça, c'est vraiment très chouette. On a aussi, encore une fois, une superbe production au niveau du matériel. Donc autant au niveau de l'insert dans la boîte, tout a vraiment une belle place, tout se range très bien. On a le livre qui est magnétique un petit peu avec les papillons qui vont coller dessus pour pouvoir pointer les différents indices. C'est super bien pensé encore une fois. On a le porte-carte où on insère les cartes à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est très bien fait. Tout est vraiment très fonctionnel, très efficace à l'intérieur du jeu. Donc ça nous permet d'avoir un bon tempo dans la partie parce que c'est facile d'avoir accès au porte-cartes, on l'ouvre, on le montre au traître, on le ferme tout simplement, on remplace les cartes au fur et à mesure. Fait qu'il y a vraiment des petites manipulations seulement à faire pendant la partie, fait que ça va vraiment faire un déroulement qui est très agréable et très fluide. Ensuite, c'est un jeu évidemment qui va nous faire beaucoup penser à Mysterium pour le principe, un jeu de déduction par l'image qui est coopératif. Mais je trouve que Obscurio réussit quand même à se démarquer puis à être lui-même sa propre chose. Il y a 3 belles twists, je trouve, qui l'amènent puis qui font que c'est un jeu qui est très différent ou qui va avoir un feeling différent que de jouer à Mysterium ou jouer à Detective Club, One Key ou tous les autres jeux là, de déduction par l'image. Donc, premièrement, on peut pointer à l'intérieur des images avec les papillons, donc ça laisse encore plus de latitude à celui qui donne les indices. Parce que souvent, dans ce genre de jeu-là, on prenait une carte, on la donnait comme indice, c'était la carte au complet. Donc la personne devait deviner qu'est-ce qu'on voulait insignifier par cette carte-là, c'est quoi l'élément clé qu'on avait nous pensé en lui donnant cette carte. Ben, dans ce jeu-là, on n'a pas ce problème-là, on va pointer avec les papillons, on va pointer des parties spécifiques dans la carte. Donc là, les joueurs vont pouvoir élaborer pourquoi il nous a pointé cette chose-là au lieu de cette chose-là sur le personnage, qu'est-ce que ça veut dire, ça a-tu rapport avec la couleur, ça a-tu rapport avec la signification, la forme de cet objet-là. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut interpréter, fait que ça c'est vraiment intéressant, ça laisse une belle liberté à celui qui va donner les indices. Deuxièmement, on a les pièges qu'on va piocher à chacune des phases et qui vont vraiment mettre une petite règle imprévue pour les joueurs. Donc ça, c'est intéressant, ça va ajouter une petite tension, une petite difficulté de ah ben là, ce tour-là, faut que tu mettes les petits cercles rouges, le filtre rouge, puis là, tu n'auras pas accès aux couleurs, puis tu as de la misère à voir ce qui est sur l'image, tu as les filtres avec les brouillards, tu as un piège qui permet au traître de connaître la réponse avant de choisir les cartes qu'il va choisir dans le porte-carte pour pouvoir brouiller les pistes. Fait que ça rajoute des belles twists qui sont intéressantes, les pièges, puis c'est vraiment un bel ajout encore une fois dans ce style de jeu-là. Puis ça met un peu la pression aussi sur les joueurs dans la phase en temps réel où on doit choisir une porte puis essayer de se décider le plus vite possible parce que si on prend notre temps, le sablier va avancer puis on va avoir de plus en plus de pièges, le tour suivant va être de plus en plus difficile et évidemment le gros ajout c'est la présence de notre traître, le traître qui est vraiment le fun à jouer dans ce jeu-là. Puis c'est un traître qui est pas évident toujours à démasquer parce qu'il y a plusieurs couches de stratégie à ce qu'il doit faire, puis la façon qu'il peut justement brouiller les pistes avec les cartes qu'il choisit évidemment, mais aussi de la manière qu'il va diriger les discussions dans la phase de temps réel, ou est-ce qu'il va essayer de faire allonger ça pour qu'on ait plus de pièges, est-ce qu'il va essayer, si un joueur dit « Ah, je pense que c'est ça pour telle raison », puis s'il sait que c'est une carte qu'il a choisie, ben là, il peut renchérir en disant « Ok, oui, c'est une bonne idée, je vais y aller avec toi », puis là, tu te laisses convaincre par les autres joueurs qui ont quand même des fausses pistes, donc c'est vraiment une belle dynamique pour le traître, il est vraiment le fun à jouer, puis il est peut-être moins stressant à jouer que dans les autres jeux avec les traîtres. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour le niveau du traître, ça ajoute une belle dynamique à l'intérieur du jeu, donc ça fait quelque chose de nouveau, puis de vraiment le fun aussi.
Pour les côtés négatifs, ce que j'ai moins aimé, c'est un jeu qui joue de 2 à 8. J'ai trouvé qu'en bas de 5, évidemment, si on joue à 4, il y a un traître, il y a 2 magiciens puis un grimoire, ça fait pas beaucoup de monde. À 3, évidemment, il n'y aura pas de traître, fait que c'est comme si on jouait full coop. On enlève toute la dynamique du traître qui est quand même une partie intéressante du jeu. À 2, ben encore une fois, on a juste un grimoire puis on a un magicien, fait que ça devient encore une fois un jeu coop. Donc je trouve qu'à 5, 6, c'est vraiment son sweet spot. C'est un sweet spot assez précis pour un jeu qui joue de 2 à 8. Je trouve qu'à 7 ou 8, ça fait beaucoup de magiciens autour de la table, donc les discussions sont peut-être plus difficiles à avoir. Donc j'ai trouvé qu'à 5, 6, c'était quand même le chiffre parfait. Puis c'était aussi assez bon pour le traître pour être capable de se dissimuler. Donc c'est vraiment les parties que j'ai trouvées les plus intéressantes. J'ai vu des parties qui sont allées dans les deux sens, donc des parties vraiment faciles pour les traîtres, des parties vraiment faciles pour les magiciens. Donc j'ai vu les deux côtés gagner, donc c'est évidemment dépendant des indices, dépendant de ce qu'on va avoir aussi à l'intérieur de la partie. Donc c'est accessible pour les deux côtés. Fait que le côté nombre de joueurs, c'est ça, 5-6 c'est vraiment idéal pour moi. Fait que ça vient un peu plus limité pour ce jeu-là, mais à 5-6, je trouve que c'est vraiment une super expérience de jeu. Ensuite, je pense qu'il est un peu moins accessible pour les plus jeunes. Donc le fait d'emmener un traître, le fait de devoir bluffer sur son identité, c'est des concepts un peu plus complexes pour des enfants, on va dire de 8 à 12 ans. Qui serait capable de jouer à Mysterium, qui serait incapable de donner les indices, mais dans ce jeu-là, ça devient plus corsé à cause de l'identité cachée du traître. Puis là, il faut pas que l'enfant, évidemment, il rie ou il se fasse découvrir. Fait que là, je pense que les enfants vont être moins efficaces dans Obscurio. On est peut-être mieux de rester avec Mysterium si on joue plus familial et tout ça. Mais à partir de l'adolescence, puis avec des adultes, je pense que c'est vraiment une dynamique super intéressante ce que Obscurio nous présente. Je vais lui donner une belle note de A-. Je suis un gros fan des jeux de déduction par l'image. J'avais adoré Mysterium, One Key, Detective Club. Obscurio ne fait pas exception à ça. Donc c'est encore une fois un excellent jeu pour la déduction par l'image. C'est le fun aussi qui se met en place rapidement. Donc super rapide à placer. On distribue les rôles, on est prêt à commencer. Donc c'est aussi fun, jouer de n'importe quel des côtés, donner les indices, être un magicien, être le traître. Donc vraiment une belle dynamique autour de la table. Le traître qui va essayer d'enligner les discussions, de choisir des indices pour brouiller les pistes. Donc c'est vraiment un bel ajout très intéressant dans ce style de jeu-là. Ça fonctionne très bien et encore une fois avec du super matériel à l'intérieur du jeu et des superbes illustrations dans un univers de magie fantastique là, qui est vraiment merveilleux au travers du visuel artistique qu'ils nous ont présenté dans le jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. Donc, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu qu'on vous présente. Aujourd'hui, c'est Obscurio. C'est un concours qui est en partenariat avec Asmodée Canada, donc pour le lancement d'Obscurio qui sort en magasin cette semaine. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de notre concours de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu de party Stay Cool du Scorpion masqué. Et notre gagnant pour Stay Cool est Grégory Sévin. Donc, félicitations Grégory. Tu peux nous envoyer un courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te faire parvenir ton prix. Pour cette semaine, pour emporter une copie d'Obscurio, pour participer, c'est très simple, vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. La question du jour est la suivante: quel est votre jeu de déduction par image favori? Donc vous répondez en commentaire YouTube sous la vidéo pour pouvoir participer et avoir une chance de remporter une copie d'Obscurio. Si jamais vous êtes abonné à notre page Patreon, vous avez une participation gratuite si vous nous supportez pour 5$ et plus. Et si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième participation. Ce concours sera ouvert à tous et vous avez jusqu'au dimanche 22 septembre à midi heure de l'Est pour y participer. Donc bonne chance à tous. Je vais avoir de la misère avec ma petite voix et mon mal de gorge. Donc bonne chance pour le concours et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.